En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir une salle encore plus pleine qu'elle était il y a 2 ans, en 2019. Et je pense que c'est un signe que nous avons tous vraiment besoin de nous retrouver et de faire revivre notre secteur. Et cette conférence est d'une importance capitale et je vous souhaite en tout cas des rencontres fructueuses cette année et joyeuses. Je suis heureux aussi, au nom de François Vienne, directeur général adjoint du Festival d'Art Lyrique, et toutes nos équipes, de vous accueillir à Aix à l'occasion de cette édition de relance 2021 du festival que nous avons souhaité exceptionnelle après le cataclysme de la pandémie mondiale du Covid. Je salue les équipes du festival qui ont assuré de façon brillante et avec une agilité extraordinaire la tenue dans des conditions exceptionnelles de cette édition, avec 7 nouvelles productions et les activités de concert, académie, passerelle, Méditerranée et Aix-en-Juin maintenues dans leur totalité pour des jauges pleines. Merci à tous nos partenaires, trop nombreux pour les nommer, pour leur soutien sans faille et leur enthousiasme qui nous a accompagnés durant tous ces mois. Le thème proposé cette année pour les rencontres est sans aucun doute d'une actualité brûlante, tant il y a urgence à poser les fondements d'une société viable économiquement, vivable écologiquement et socialement équitable. Qui d'autre, mieux que les artistes, pourrait contribuer à réinventer cette société? Le devoir des institutions culturelles est donc de donner la parole aux artistes pour qu'ils contribuent à faire advenir cette société nouvelle par leur création. Nous avons également un devoir d'exemplarité pour agir à notre niveau de manière concrète en nous appuyant sur les aspirations citoyennes et engagées de nos salariés et de nos artistes et en partageant nos meilleures pratiques avec nos pairs dans et au-delà de notre secteur. Pour ceux d'entre vous qui sont déjà venus au Festival d'Aix cette année ou les années précédentes et ont assisté à quelques-unes de nos productions, vous avez pu voir combien les thématiques écologiques et sociétales sont au cœur des récits et mises en scène présentés sur scène. Pour nommer 2 ou 3 exemples, le Requiem monté par Romeo Castellucci en 2019 sur l'urgence écologique, les Noces de Figaro de Lotte de Beer en 2021 sur les rapports de pouvoir et de domination sexuelle entre hommes et femmes, Innocence de Caasariaho sur le traumatisme. Par-delà ce qui est présenté sur scène, c'est également tout un travail en amont mené jour après jour par les équipes du festival pour fabriquer des décors éco-conçus à 100%, c'est-à-dire totalement recyclés et réutilisés pour une seconde vie, découvrir des nouveaux talents dans toute leur diversité, qu'elles soient de genre, de couleur de peau, d'origine ethnique, offrir au personnel un environnement de travail respectueux des droits humains, prévenant toute forme de discrimination et luttant contre les agissements sexistes ou sexuels, faire découvrir l'opéra au public les plus divers et surtout aux jeunes, mettre en commun ces pratiques et réfléchir avec les autres professionnels du secteur, notamment dans le cadre des réseaux en France et à l'échelle européenne et méditerranéenne. Pour donner symboliquement du poids à toutes ces actions et les ancrer durablement dans nos missions, nous avons fait le choix d'inscrire la responsabilité sociétale dans nos statuts en juin 2020 et l'articulons autour de 3 axes majeurs: l'environnement, l'égalité entre femmes et hommes, la diversité. Je suis persuadé avec mes collègues que ces actions renforcent nos liens au sein du festival et donnent un caractère unique à celui-ci. Je souhaite que ces rencontres permettent à chacun d'entre vous d'approfondir le sens de notre engagement professionnel et témoignent de l'implication collective du monde musical pour changer la société. Je vous souhaite un très bon séjour à Aix, riche de découvertes artistiques et de rencontres humaines. Merci.
Parmi les partenaires d'origine d'ailleurs d'Accords Majeurs, le groupe Audience, et je demande à Frédéric Oliven de nous rejoindre. C'est très gentil de m'applaudir avant que j'ai pris la parole, c'est encourageant. D'abord, bonjour à toutes et tous. Bon, c'est évidemment une joie pour moi de retrouver le Festival d'Aix, presque comme avant. J'étais là un peu plus tôt dans la semaine, et c'est ma première participation à Accords Majeurs. C'est un partenariat que j'ai trouvé à mon arrivée chez Audience, qui est très important pour nous et que j'entends bien conforter. C'est vrai qu'Audience, c'est quand même le groupe de protection sociale de nombre d'entre vous. Et donc, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est qu'il y a aussi un sujet personnel. Parce qu'en 2005, j'ai eu la joie de prendre la direction de Radio Classique, que j'avais pour mission de moderniser. Et du coup, j'ai conservé une admiration absolue pour les artistes de la musique classique, du lyrique, des liens très solides avec les professionnels que vous êtes, des hommes et des femmes passionnés que j'ai rencontrés et que je retrouve pour certains ici avec joie. Donc c'était aussi cette dimension-là qui est une joie pour moi. C'est aussi l'occasion de retrouver le Festival d'Aix, François, qui est au premier rang, avec qui j'ai à l'époque beaucoup travaillé quand j'étais chez Radio Classique, et on a fait des belles choses et des relations humaines aussi très belles. Donc c'est vraiment beaucoup de plaisir. Bon, vous l'aurez compris, hein, mon attachement à votre profession est très grand et Audience fera tout pour plus et mieux vous servir. Ce que je voulais vous dire sur Audience, ça fait 1 an que j'y suis, donc c'est une somme de réussite, de construction plus vertueuse et nécessaire que jamais dans la société d'aujourd'hui, issue du dialogue social. Vous savez qu'on est une institution paritaire, et une somme de forces qui sont tirées de la mutualisation des professionnels de la culture et des médias, d'abord pour une meilleure protection sociale et ensuite pour une solidarité concrète vis-à-vis des plus fragiles. Depuis 1 an, j'en ai d'innombrables témoignages. Et alors, encore hier, où j'étais à Avignon, un directeur de scène nationale me disait à quel point les équipes d'Audience s'étaient bien occupées de lui. Encore tout à l'heure, je ne le citerai pas, mais quelqu'un m'a fait part de son expérience réussie avec les services d'Audience. Et c'est vrai que je peux en témoigner, les équipes d'Audience sont engagées comme je n'ai jamais vu dans aucune des entreprises dans lesquelles je suis passé avant. Alors Audience s'est mobilisée de toutes ses forces dans la crise de la Covid, en accompagnant la trésorerie des entreprises, en avançant le paiement des congés spectacles des intermittents, en aidant les individus de toutes ses forces. Et il faut savoir que nous avons reçu 40 000 demandes d'aide financière individuelle en 2020, contre 4 000 dans une année normale. Je signale d'ailleurs qu'une nouvelle tranche d'aide s'ouvre en ce moment et dont les dossiers doivent être soumis à Audience avant la fin du mois d'août, qu'on se le dise si vous pouvez le faire savoir. Bon. Alors, Alexandre Tarot le rappelait, a raison d'ailleurs, lors des victoires de la musique classique. Il a dit que ces aides ne sont jamais suffisantes, notamment pour des situations individuelles qui sont dramatiques. Mais quand même, il faut que je remercie ici le ministère de la Culture, qui a confié à Audience la gestion de sommes très importantes, considérables même. Elles ont été complétées par nos fonds propres, par des dons privés. On a reçu notamment un fonds de Netflix. Et tous ces budgets cumulés nous ont permis de distribuer entre 2020 et ce qui va arriver là en 2021, nous aurons permis de distribuer environ 20 millions d'euros et à plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc c'est quand même important et c'est ce que je voulais rappeler. Bon, je voulais aussi témoigner au regard, vous savez qu'on a chez Audience des données qui sont extrêmement solides, qui sont très représentatives, à la fois de ce que les entreprises cotisent et aussi de l'emploi dans le secteur. Les entreprises de la culture ont fait preuve d'une résilience exceptionnelle. Ça, nous, on le voit maintenant avec ce recul que nous avons. Je suis évidemment convaincu qu'on le doit à la façon dont vous, professionnels, avez su vous adapter et résister. Mais je voulais quand même
partager aussi avec vous le fait qu'on le doit économiquement et politiquement à notre système français, qui est quand même un système extraordinaire, et puis la façon dont les pouvoirs publics se sont mobilisés dans cette crise, et je crois qu'on peut être heureux d'avoir cette situation dans notre pays. Audience est un mode de gestion intelligent, me semble-t-il. Il est plus adapté que jamais aux besoins actuels de notre société, aux enjeux de la culture. C'est ceux du dialogue social et de la solidarité professionnelle. Un rapport de la Cour des comptes, qui sera rendu public prochainement, sur la caisse des congés des spectacles des intermittents, en jugera. Et je vous laisserai le moment venu, si vous le voyez passer dans les newsletters du secteur, découvrir un peu ce que dit ce rapport. Sur des questions, par exemple, comme les auteurs, sur des sujets comme les perspectives qu'il peut y avoir autour de la réforme des retraites, sur la question du digital, Audience a et aura des choses à proposer. Mais Audience, ce ne sont pas que des qualités et des réussites. J'ai aussi des plaintes de particuliers et d'entreprises qui, ne parvenant pas à joindre un conseiller ou ayant son dossier enlisé, qui, pour avoir reçu une relance pour payer des cotisations qui en fait avaient déjà été payées. Audience a effectivement un chantier de transformation et de modernisation devant lui ou devant elle, pour améliorer et moderniser la qualité de service et l'expérience que vous faites avec nos services. C'est l'enjeu des prochaines années. Alors avec Guillaume Rougation qui est ici et qui travaille aujourd'hui, qui dirige une direction que j'ai créée, qui est une direction des relations avec les professions. Et il y a Audrey Stenou, que certains d'entre vous connaissent aussi et qui est au contact de beaucoup d'entre vous. Nous allons essayer, avec une équipe augmentée, d'être plus à l'écoute, plus disponible, notamment de vos associations et syndicats professionnels. Et on a vraiment besoin d'un dialogue franc, sans tabou, sur ce que vous attendez d'Audience pour qu'on puisse s'améliorer. Donc c'est l'appel que je lance aujourd'hui dans les échanges que vous aurez avec Audience. C'est votre capacité à nous dire ce que vous attendez d'Audience qui nous aidera à progresser. Alors je voudrais évidemment conclure sur la question du défi écologique et social, qui est le thème de ces rencontres à corps majeur, thème dont Audience s'est légitimement emparée depuis plusieurs années. Et on s'appuie notamment sur l'expertise de Marina Esdiari, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Bon, évidemment, vous le comprenez, notre alimentation, notre environnement et notre alimentation sont directement liés à notre santé. Donc c'est logique qu'un groupe de protection sociale qui s'occupe d'assurer, de protéger les professionnels de la culture et de s'occuper de leur santé soit impliqué sur ce sujet depuis longtemps. D'ailleurs, j'en profite pour le rappeler, vous avez peut-être vu un kakémono en bas, on a ouvert en 2020 un centre, le pôle santé bergère, qui est un centre de prévention santé de pointe, innovant, qui va déployer son projet dans les années qui viennent au service des professionnels de la culture. Il est rue Bergère à Paris, donc il concerne surtout les gens qui habitent en Ile-de-France, mais enfin c'est assez facile de venir à Paris et c'est un lieu très innovant en matière de prévention santé. D'ailleurs, s'y trouve également le CMB à Paris. Audience accompagne les efforts des producteurs audiovisuels depuis la création d'EcoProd il y a 12 ans en matière de responsabilité environnementale. Et nous poursuivrons aux côtés du CNC qui nous a proposé d'être partenaire du plan Action qui a été dévoilé la semaine dernière, ce que nous avons très volontiers accepté. On est impliqué également depuis 2009 aux côtés du Sympaz dans le label Prestad qui traite plutôt le périmètre des prestations techniques et on contribue même depuis 2018 à certaines commissions du collectif des festivals éco-responsables et solidaires en PACA. Donc c'est un engagement ancien d'Audience. Pour autant, on souhaite être contributeur des projets nouveaux qui adviendront dans les temps qui viennent autour du spectacle vivant sur ces questions essentielles, à notre modeste niveau et fidèlement quand même à tous les engagements nombreux qui sont ceux d'Audience sur les questions fondamentales qui se posent dans la société. Je voudrais citer en particulier ce qui a été fait par le directeur général du festival, M. Pierre Audy. Je voudrais citer les questions de parité, de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et mentionner le fait que nous opérons pour le compte du spectacle vivant et enregistré une cellule d'écoute
Là aussi, il y a en bas un kakémono qui donne les informations et les numéros de téléphone. C'est important que ce soit diffusé dans toutes les entreprises. On opère cette cellule pour le compte des partenaires sociaux et avec le financement du ministère de la Culture. Les univers de l'édition littéraire et du jeu vidéo rejoignent cette cellule. Elle a été ouverte dans le contexte de la crise de la Covid. Elle va construire son expertise progressivement et elle va trouver son utilité, devenir l'outil dont le secteur a besoin, j'en suis tout à fait persuadé. Et en matière de défis écologiques, donc voilà, ce que je voulais simplement vous dire, c'est que Audience souhaite participer à toutes les initiatives où notre présence semblera utile, pour aider à la création de modules ou d'outils notamment, ce qui peut être parmi les projets de la profession. Ces outils, ces modules doivent être nécessairement adaptés aux spécificités de vos métiers, de vos enjeux économiques aussi. C'est souligné notamment par le haut fonctionnaire au développement durable au ministère de la Culture, qui est peut-être parmi nous et que je salue, qui s'appelle Olivier Lerude. C'est vrai, et je ne veux pas paraphraser ce qu'a dit Pierre Audy, que la culture est un levier absolument formidable pour accompagner les mutations écologiques et sociales auxquelles on aspire tous pour nous-mêmes, pour nos enfants. Et donc, vous pourrez compter sur Audience, le groupe de protection sociale de la culture, pour vous aider dans vos nouvelles compositions avec le vivant. Merci de votre attention. Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Directeur, cher Pierre, Mesdames et Messieurs, chers collègues, au nom de l'ensemble de ses membres, nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue aux 9e rencontres d'Accords majeurs. Accords majeurs, vous le savez, c'est aujourd'hui 8 organisations réunies au sein d'une plateforme informelle qui s'attache à mieux faire connaître les musiques de patrimoine et de création. L'Association française des orchestres, la FEVIS, les forces musicales, France Festival, Grand Format, Profedim, le réseau européen de musique ancienne, la Réunion des opéras de France. Nous sommes d'autant plus heureux que nous venons tous de traverser une période particulièrement difficile qui nous a contraints à reporter l'édition 2020. Et cela nous permet de savourer d'autant plus ces retrouvailles en vrai, en chair et en os, et de pouvoir échanger avec vous, de tous échanger autrement que derrière un ordinateur. Le thème des rencontres d'aujourd'hui a été fixé avant la crise sanitaire, il y a plus de 2 ans. Mais après 18 mois sans concert, il prend aujourd'hui une importance particulière. Cette crise, qui est malheureusement sans doute loin d'être terminée, aura eu au moins un mérite, celui de forcer notre secteur à un travail d'introspection. Des préoccupations déjà perceptibles auparavant ont pris beaucoup d'ampleur ces derniers mois. Elles concernent notamment nos modèles de production, l'organisation de nos déplacements locaux, nationaux, internationaux, la place des outils numériques, notre rapport avec le public. Et nous avons voulu donner à ces rencontres un titre qui nous implique, recomposer avec le vivant la musique face aux défis écologiques et sociaux. Ce titre ouvre un double champ de questions, philosophiques et pratiques. Composer ou recomposer avec le vivant, c'est rappeler que l'humain est l'un des éléments d'une chaîne et qu'il doit composer avec tous ses maillons, dont tous sont solidaires les uns des autres. Il doit composer, faire avec et non contre. Il n'y a pas de morale ici, mais juste une obligation impérieuse pour que l'humanité fasse encore partie du vivant dans quelques décennies. Que le langage que nous utilisons demeure parce que susceptible d'être utilisé, interprété, entendu. Composer ou recomposer avec le vivant, c'est aussi chercher et trouver les clés pratiques des écosystèmes, c'est-à-dire des interactions des êtres vivants avec leur environnement et entre eux au sein de cet environnement. Nous cherchons ces clés qui nous permettent et permettent à nos enfants de contribuer à cet équilibre fragile entre tous les êtres vivants et avec leur environnement. Tous les professionnels réunis aujourd'hui, acteurs des musiques de patrimoine et de création, font face aux défis écologiques et sociaux. Certains agissent depuis plusieurs années, d'autres initient des projets. Nous ne sommes pas tous au même endroit de la réflexion et de l'action.
Mais nous voulons tous afficher aujourd'hui que les musiques de patrimoine et de création sont porteuses d'ambitions citoyennes. La journée sera donc placée sous le signe du partage des réflexions et des expériences. Les questions soulevées sont innombrables. Par exemple, celle de notre capacité à agir, sur quelles urgences, avec quels partenaires. Mais il nous semble que la seule évidence soit celle de la durée. Ce sujet nous entraîne résolument dans les années à venir. Il a ouvert au sein de chacune de nos organisations de multiples chantiers que nous nous attacherons à suivre et dont nous vous tiendrons informés. Comment les acteurs culturels, forts de leur créativité et de leur engagement, peuvent-ils contribuer à construire cette société durable de demain ? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons réuni de nombreux représentants du secteur musical, mais également politique et de la recherche. Ils s'interrogeront ensemble sur la contribution des musiques de patrimoine et de création, que certains croient éloignées des enjeux biologiques, à une réponse créative au changement profond de paradigme sociétal qui est en cours. Ils présenteront des initiatives concrètes pour répondre aux défis écologiques et sociétaux et ils proposeront des exemples de politiques culturelles qui pourraient accompagner cette transition. Nous espérons donc que cette journée de débat nous interroge et qu'elle nous inspire, nous et nos partenaires que nous remercions chaleureusement pour leur soutien constant, le groupe Audience, la SACEM, le Crédit Coopératif. Remerciements chaleureux au Festival d'Aix-en-Provence, qui accueille évidemment les rencontres depuis 9 ans. Avant de laisser la place au débat, nous voulons clore cette introduction en rendant hommage à une personne qui a beaucoup œuvré pour Accords Majeurs. David Gis était compositeur, interprète, artiste engagé. La maladie l'a emporté si vite que nous avons beaucoup de mal à croire qu'il a disparu. Il a été l'un des acteurs d'Accords Majeurs, impliqué dans plusieurs des organisations membres et parmi ceux qui ont le plus contribué au dialogue entre tous. Salut David, on t'embrasse. Et maintenant, place au débat. J'invite Arnaud Laporte sur scène. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Très heureux de voir une salle aussi remplie depuis de nombreuses années que j'ai le plaisir d'animer ces rencontres d'accords majeurs. Comme Frédéric Oliven a cité Radio Classique, je suis venu avec les couleurs de France Culture. Et je salue Radio France avec Michel Aurier, que j'ai vu dans la salle, notre directeur de la musique et de la création culturelle. Mais grâce à Audience, j'ai trouvé un dentiste qui m'a arraché une dent avant-hier. Donc j'ai pas mal pris de calmant, mais je serai très attentif au temps du débat, puisqu'on a déjà 14 minutes de retard sur l'horaire prévu. Sans plus tarder, puisque les discours d'ouverture ont pointé des pistes de réflexion de cette riche journée, je vais donner la parole à Jacques Tassin, qui est chercheur, écologue au Centre de coopération internationale en recherche agronomique et qui a accepté de préciser encore les enjeux de cette journée, des 3 temps de débat qui vont avoir lieu. Je lui donne tout de suite la parole, Jacques. Merci. Si vous voulez bien, si vous me le permettez, je vais rester ici parce que ça me permet à la fois de suivre mon support et puis de faire des signes pour défiler les diapos. Vous le voulez bien ? Merci. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci aux organisateurs d'avoir pris le risque de confier ce propos introductif à un écologue, donc une autre discipline. Et moi, j'en suis très très honoré, très sincèrement, très intimidé parce que vous êtes très nombreux. Et donc le défi dans le défi, c'est de tenir donc 20 minutes. Mais je pense qu'on va y arriver. Alors, on va tout de suite passer la diapo. Je vous fais un signe comme ça. Je prends le temps de vous dire ce que je vais évoquer. Ça va être en 3 temps. Vous voyez, je suis déjà dans le vocabulaire du musicien. En traitant des immenses bouleversements, je ne vais pas faire un tableau hyper plombant de la situation, mais il y a aussi des bouleversements heureux. La révélation du sensible qui accompagne ces bouleversements et qui semble aussi une émergence heureuse pour répondre à ce défi. Et puis, je vais encore plus loin, la reconnaissance de l'ineffable, sur laquelle je souhaiterais développer ma 3e partie.
Ces immenses bouleversements. Alors, vous parliez d'actualité brûlante, donc c'est bien effectivement le propos. Alors moi, je vais vous dire mon âge, j'ai 60 ans. J'ai passé toute ma vie à entendre des propos très négatifs, très plombants, avec des nuées de chiffres qui nous touchent, qui sont indispensables, mais dont je ne suis pas sûr que cela suffit à infléchir les changements dont nous avons besoin. Suivant. Donc je ne crois plus au changement positif qui offre un terreau qui permet effectivement d'orienter les changements sociétaux et de représentation du monde, et en particulier du vivant, dont nous avons besoin. Alors il y a eu déjà tout un tas de tentatives et puis de prémices, et je voudrais signaler le développement de l'écologie sociale, ou la social écologie, ou il y a plusieurs termes, mais peu importe, qui mettent en lien, comme ça a été signalé tout à l'heure, cette continuité de l'environnement, un terme sur lequel on peut ou ne pas être d'accord, et puis la société. Les deux faisant plus qu'interagir, elles sont en continuité, elles sont en solidarité, vous disiez tout à l'heure. Alors, la science nous aide, pas que la science, enfin les connaissances, quelles qu'elles soient, nous aident à prendre conscience de ces changements, avec notamment le fait que nous ne sommes plus tout seuls, puisque maintenant nous savons que nous avons un microbiote qui pèse plus d'1 kilo, qui est en nous, qui est plus que nous-mêmes. Et puis il y a des gens qui travaillent maintenant notamment des psychologues ou des je ne sais plus trop quoi, neurobiologistes, qui travaillent sur le fait qu'une partie de notre conscience, et c'est vrai pour nous comme pour les animaux, est aussi en dehors de nous. Donc nous sommes en continuité. Et il y a des personnes qui parlent d'holobiontes, donc en faisant référence à notre microbiote, donc les holobiontes que nous sommes, mais qui sommes aussi inscrits dans cette continuité, ce qui n'est pas nouveau. Là, j'évoque les poèmes de Walt Whitman, poète philosophe américain de la moitié du 19e siècle, mais il y en a d'autres. Par exemple, Flaubert, qui disait lui-même, en écrivant un mot passant, que nous ne sommes que des relations. Et en réalité, d'après lui, mais il n'est pas tout seul, le corps n'est qu'un support où s'inscrivent ces relations. Mais le corps est en quelque sorte, alors c'est peut-être un peu osé de dire ça, mais une forme d'abstraction. De la même manière que les gènes ou les mécanismes physiologiques sont des formes d'abstraction dans la mesure où on les isole à la fois dans l'espace, mais aussi dans le fonctionnement du vivant. Alors, est-ce que vous reconnaissez la photo de gauche normalement, vous devriez en avoir un portrait sur le buffet de votre salle de séjour, puisque c'est notre plus lointain ancêtre commun, qui était un primate. Nous sommes des primates. Nous resterons des primates, même si nous sommes sortis de la forêt il y a 350 000 ans. Donc il s'appelle Purgatorius uno, c'est notre premier papy ou notre première mamie, je ne sais pas. Toujours est-il que nous apprenons à nous considérer non pas comme espèce. Le terme d'espèce est de plus en plus controversé parce qu'il dissocie justement. Et il dissocie dans le temps, il nous tranche dans le temps. Homo sapiens, donc voilà, je vous le disais tout à l'heure, a commencé à 350 000 ans. Mais en réalité, cette aventure, cette histoire, elle a commencé il y a 65 millions d'années avec notre lointain papy ou lointaine mamie. Et nous nous sommes construits au fil d'interactions sensibles, de relations sensibles avec ce qui nous entourait dans ce monde forestier. Alors tout est aujourd'hui, tout devient passerelle, c'est ça qui est fantastique. Enfin, pas tout malheureusement, enfin en tout cas de plus en plus. L'interdisciplinarité, le fait que moi-même écologue, je suis face avec vous dans le domaine de la musique. Et les frontières donc s'estompent petit à petit. Le métissage s'instaure. Moi, je repense à Léopold Sédar Senghor, qui disait le 21e siècle sera le siècle du métissage, mais du métissage dans tous les sens du terme, et notamment dans le sens de la manière d'être au monde.
Le deuxième point que je voudrais, alors je n'ai pas peur de le développer avec vous évidemment, puisque je m'adresse à des artistes, mais je le développe aussi avec des collègues écologues, parce que la sensibilité, maintenant on en parle dans l'écologie, on reconnaît les animaux, mais aussi les végétaux. Alors il faut s'accorder sur le terme, et puis je n'aurai pas le temps de toute façon d'être très précis là-dessus, mais la part sensible du végétal est aujourd'hui reconnue. Alors, il est vrai que depuis Démocrite, 5 siècles avant Jésus-Christ, on nous rabâchait que la raison est restée sans équivalent et que le sensible, au contraire, ne faisait que nous leurrer, nous tromper. En réalité, alors il y a eu bien des essais, notamment de Pascal, qui nous disait que exclure la raison serait aussi dommageable que n'admettre que la raison. Mais il faut reconnaître aujourd'hui que la raison l'emporte encore. Il ne s'agit pas d'opposer l'un à l'autre, il ne s'agit pas de minimiser l'un par rapport à l'autre, ou l'une par rapport à l'autre, pardon, mais la sensibilité et les registres du sensible prennent de plus en plus de place dans l'écologie, je vous le disais, mais évidemment dans l'ensemble de la société. Alors dans le domaine de la biologie, de l'écologie, on s'aperçoit par exemple que des mondes échangent entre eux via le son, via les vibrations, telles que cet insecte qui passe à côté d'une fleur, d'une valériane, et la valériane est capable comme toutes les fleurs, est capable de percevoir les vibrations de cet insecte et d'y répondre par un surcroît immédiat de nectar qui va faire que l'insecte il va être attiré et il va contribuer à polliniser cette fleur. Des exemples comme ça, il y en a des myriades. Alors toujours dans le domaine des vibrations, voilà, mon choix n'est pas tout à fait fortuit. Ici vous avez Bernie Krause, que vous connaissez certainement en tant que musicien, qui est un bioacousticien, qui a développé la partie sonore, notamment avec le concept de paysage sonore, en montrant lui aussi que dans le vivant, tout est d'abord relation sensible. Et alors, là où il est très fort, c'est que lui, il a vraiment réussi à concilier la raison et le sensible en développant tout un registre conceptuel, des outils, etc. Ici, sur la droite, vous avez un sonogramme qui représente une ambiance forestière. Et c'est-à-dire qu'il n'est ni tout à fait dans le domaine de la raison, ni tout à fait dans le domaine du sensible, mais il concilie les deux. Et ce registre du sonore dans l'écologie ne cesse de se développer et, me semble-t-il, enfin c'est mon sentiment, est vraiment en avance sur le reste de l'écologie, dans la mesure où il ne rougit pas, encore une fois, je reprends la même expression, il ne rougit pas du sensible. Et il y en a qui vont jusqu'à... Alors vous savez peut-être que des apiculteurs bien chevronnés, bien habitués, appliquent leur oreille sur le sommet de la ruche et sont capables d'interpréter si la ruche va bien ou pas, si la reine est en bonne santé ou pas, etc. Et l'idée, c'est d'en faire de même avec, je vous le disais tout à l'heure, avec une forêt dont on prend une prise de son, ou avec le sol. Même le sol, maintenant, c'est tout récent, ça fait 2-3 ans, où il y a des écologues du sol qui font des prises de son. Nous, on n'entend rien, mais les instruments, des instruments très simples, eux, entendent et renseignent, par exemple, sur la fertilité, plutôt que de passer par des analyses fastidieuses qui souvent sont très difficiles à interpréter. Là, il y a un signal sensible, un signe qui permet de rendre compte de l'état du vivant, puisque le sol, c'est un milieu vivant. Alors là, j'en viens progressivement à ce que Jean-Christophe Bailly appelle cette nappe phréatique du sensible, qui est aussi ce fond commun à l'ensemble du vivant, qui vient en prémisse de cette solidarité qui a été évoquée, que nous appelons de notre vie, et qu'il convient de retrouver tout simplement, ne serait-ce que pour réparer. Là, je reprends les mots de Vinciane Després, la philosophe Vinciane Després, réparer l'étoffe du vivant
partout où elle a été abîmée. Vous voyez que nous sommes loin maintenant des premières images de catastrophes qui, encore une fois, sont utiles, mais d'une certaine manière ne servent à rien, puisque je vous le disais, je suis né il y a 60 ans et je n'ai pas l'impression que ces images, ces chiffres qui sont de plus en plus abondants aient vraiment contribué à changer les choses. Donc j'en reviens à la troisième partie et je demande combien il me reste de temps à Arnaud Laporte. 5 minutes 8 minutes. Oh, c'est bien, merci. Donc le troisième point, c'est, je l'ai intitulé « La reconnaissance de l'ineffable ». Je vais presque en plonger dans cette nappe phréatique du sensible que je vous ai évoquée. Je vais un peu plus loin pour évoquer alors, des artistes, des écologues et puis d'autres porteurs de propositions. Mais en commençant par François Cheng, dont moi je suis un grand admirateur, mais peu importe. François, c'est pas son nom d'origine, mais il l'a choisi en faisant référence à Saint François d'Assise et en référence à cette même continuité que je ne cesse d'évoquer depuis tout à l'heure. Et il dit dans ses superbes méditations sur la beauté, sauvons la beauté et nous serons sauvés avec elle. Et je pense, alors en disant cela, je peux aussi faire référence par exemple à, je ne veux pas multiplier les références, mais ça me vient à l'esprit, avec Robert Pyle, qui est un écologue américain des années 70, qui considère que la première des extinctions, c'est notre relation intime et immédiate au vivant. Et c'est ça finalement qui est le plus en danger, c'est cette relation. Et si nous perdons cette relation, si nous perdons le sens de la beauté, alors finalement qu'est-ce qui nous touche? C'est pas ces images de catastrophes là. Oui, la première photo c'était, vous l'avez peut-être oublié, puis c'est pas si grave, cette qui illustrait les incendies en Californie avec un village qui brûle, pardon. Voilà. Sauvons la beauté et nous serons sauvés avec elle. Je trouve que c'est une belle manière de voir des choses et de nous rétablir dans cette continuité du vivant, mais en sortant à la fois du regard et du jargon habituel des écologues, mais pas seulement, de l'ensemble des milieux professionnels. Alors, je ne fais aucun prosélytisme. Moi, j'ai lu en écologue Laudato Si donc du pape François, un autre François d'ailleurs, qui fait aussi référence, qui a choisi aussi son nom en référence à Saint François d'Assise, qui parle de maison commune, qui parle beaucoup de solidarité. Et c'est là où il va plus loin que tout à l'heure, je vous présentais le Murray Bookchin qui parlait de social écologie. Lui, il va plus loin parce qu'il parle de solidarité. Alors, on parle aujourd'hui dans le domaine de l'écologie de solidarité écologique. On parle évidemment de solidarité dans d'autres domaines, mais on s'aperçoit aujourd'hui que cette solidarité, elle est continue. C'est même pas une relation. Tout cela procède d'un même. Alors si je dis un même ensemble, c'est pas ça que je voudrais dire. Mais voilà, je ne saurais pas le dire mieux que selon une même continuité. Et c'est vraiment ce renversement des barrières, cette inscription dans l'au-delà de nous-mêmes, et notamment dans notre environnement. Alors environnement, voilà, je vais quand même le dire puisque j'ai un tout petit peu de temps. C'est un terme que moi-même j'aime pas trop parce qu'il met à distance. Il nous sépare de ce qui n'est pas nous-mêmes. Aujourd'hui, on parle plus volontiers de milieu. Et on dit plus volontiers avec ou dans, même si c'est toujours, ça renvoie évidemment à des questions philosophiques inépuisables pour dire si nous faisons ou pas partie de la nature, mais ce n'est pas la question. Quelle que soit la réponse à cette question, nous sommes dans la continuité du vivant et nous ne pouvons continuer à être, à exister, que dans cette continuité. Alors je voudrais évidemment, quand même, j'ai quelques références à la musique, mais ce que j'observe, moi je suis moi-même un peu musicien, c'est que finalement ce que j'éprouve, au-delà des émotions, lorsque je joue du piano ou je me promène dans une forêt, je ressens quelque chose de commun. Et je pense que ça renvoie à cette nappe phréatique du sensible qui n'est pas, encore une fois, du seul registre des émotions, mais qui est notre capacité finalement à sortir de nous-mêmes, à aller, alors je ne sais pas, il y en a qui disent capter des vibrations ambiantes, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment il faut le dire, mais en tout cas ça existe. Et cette continuité entre nous, cette capacité à sortir
entre nous et ce qui n'est pas nous, cette capacité à sortir de nous-mêmes et à nous dire parfois quand on joue de la musique, mais qu'est-ce qui se passe là, il y a quelque chose qui est en train de me dépasser, qui vient d'autres que moi. On l'éprouve aussi en se promenant dans une ambiance forestière. Et donc j'approche de la fin. Retrouver notre condition de primate, c'est aussi retrouver le bien que nous fait et la fréquentation des forêts. Ça a été montré, y compris par des médecins, des physiologistes. Je ne vais pas développer cela parce que ça prendrait trop de temps. Mais surtout, et c'est là où j'en viens bientôt à ma conclusion, ça réinstaure en nous un sentiment d'appartenance. Et je pense que si ce sentiment d'appartenance, je vous parlais de connexion avec le vivant tout à l'heure, en parlant de première extinction fâcheuse, je pense que si ce sentiment d'appartenance est restauré, alors enfin on est touché, alors enfin on peut faire attention, alors enfin on peut regarder le monde un peu plus que tel qu'il est et un peu moins que tel que nous le représentions, avec vraiment des carcans intellectuels que nous nous sommes imposés, mais dont nous sommes fort heureusement en train de sortir. Donc là, j'en viens à la conclusion, en mettant face à face plusieurs êtres qui exultent leur joie, qu'ils ne le savent peut-être pas forcément et qui n'ont pas forcément besoin de poser des mots là-dessus, et qui sont en avance, parce qu'il s'agit de domaine qui fait référence à la musique. Et je le dis vraiment sans vouloir flatter qui que ce soit, ce tour de force qu'a la musique d'avoir réconcilié la raison et le sensible, l'harmonie c'est la raison, et puis le sensible il est nécessaire, sinon ça devient de la musique mécanique. Ce tour de force, il est encore à naître dans d'autres domaines de la société, l'écologie, mais pas seulement, même si en écologie, donc vous l'aurez compris, on est en train de le voir poindre. Et tout cela pour vous dire que vous-même n'avez vraiment pas à rougir, si jamais c'était votre tentation, de votre situation, de vos postures, parce que je pense que, et l'écologie du sonore le montre, vous êtes plutôt en avance. Donc vous avez des choses à proposer au monde, à l'ensemble de la société, à l'ensemble de l'écologie, parce que moi je suis venu là, c'est pas seulement pour vous parler, mais c'est surtout pour vous écouter. Et je pense qu'ensemble, on est sur le bon chemin. Merci.